soir, nous allons parler de la santé mentale chez les entrepreneurs. Nous allons parler de résilience, mais pas juste chez les entrepreneurs, mais chez surtout les femmes entrepreneurs. Et il y a plusieurs personnes, quand elles ont vu le poster, elles m'ont demandé, Larissa, est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Et j'ai dit oui. Oui, parce que justement, une entrepreneur ne peut pas ou ne devrait pas être toute seule. Elle vit dans une famille, elle a des amis, elle a des connaissances, et donc elle appartient forcément à ce cercle-là. Et qu'on le veuille ou non, non seulement en tant qu'entrepreneur, nous avons besoin d'être éduqués, d'être informés sur les questions de santé mentale, mais aussi les personnes qui nous entourent ont besoin aussi de savoir comment nous fonctionnons, ou surtout de savoir comment est-ce que ils ou elles peuvent mieux nous entourer, mieux nous accompagner pour que nous nous sentons un peu plus soutenus. C'est donc l'objet de notre séance de ce soir, que j'espère sera riche en connaissances, riche en partage. Je m'appelle Déborah Ilakiza, je suis burundaise, je suis mariée et maman de 2 enfants. Et en même temps, je suis psychologue clinicienne, je tiens à préciser, parce qu'il y a des psychologues sociaux. Et je suis psychologue clinicienne et j'ai un cabinet qui est à Lomelo, avenue Muyinga, numéro 4. C'est le cabinet Ilakiza. Ça fait 2 ans que j'ai ouvert ce cabinet, mais ça fait 6 ans que j'exerce comme psychologue clinicienne. Je pense que c'est tout comme présentation et je suis venue vous parler de la santé mentale, effectivement, et de ce pont entre la santé mentale et la résilience. Merci. Première question. La société nous encourage souvent ou bien souvent à devenir résiliente. Résiliente face à de nombreux défis que nous rencontrons. Mais en réalité, comment est-ce que nous pouvons protéger notre santé mentale tout en essayant de développer cette résilience? Pour parler de ça, je pense qu'on pourrait d'abord définir la résilience, c'est quoi, et la santé mentale, c'est quoi. Selon l'OMS, la santé mentale, c'est cet état de bien-être qui permet à la personne de bien vivre en société et de surmonter tous les obstacles que la personne peut rencontrer au cours de sa vie. Et aussi avoir cette capacité de résister aux attaques, je dirais, aux attaques de l'entourage, de la société tout simplement. Et la résilience, cette fois-ci, c'est cette capacité de résister et de surmonter ces épreuves de la vie. Donc, je dirais que la résilience, ça fait partie des critères qui peuvent nous amener à dire qu'une personne est en bonne santé mentale. Voilà. Et comment alors préserver cette santé mentale? Je me dis que pour préserver cette santé mentale, il faut d'abord s'aimer. C'est aussi simple que ça. Il faut d'abord s'aimer, savoir apprécier qui tu es, savoir aimer la personne que tu es, aimer tout ce qui fait que tu es toi, aimer tes qualités et tes défauts. Et en s'aimant, on doit s'écouter. On doit écouter son corps, être à l'écoute de son corps, à l'écoute de ses émotions. On doit faire attention tout simplement. Quand on aime quelqu'un, on fait attention. On lui donne toute son attention. Quand il est malade, on essaie de savoir comment l'aider, tout ça. Et prendre soin de son corps, prendre soin de sa personne,
c'est vraiment s'aimer. Et quand on s'aime, c'est facile de sentir quand on est fatigué, c'est facile de sentir quand on n'en peut plus, c'est facile de savoir qu'on n'est pas capable de faire telle ou telle autre chose, et c'est facile d'aller demander de l'aide à quelqu'un d'autre. Donc je me dis que pour préserver cette santé mentale, cette bonne santé mentale, il faut d'abord s'aimer, c'est la base de tout. J'ai 3 questions qui me sont venues à l'esprit. J'ai noté qu'il fallait s'aimer, il fallait s'apprécier, il fallait s'écouter, il fallait écouter ses émotions. Et des fois, j'ai l'impression que ce n'est pas assez. Parce que des fois, j'ai l'impression que, justement, en tant qu'entrepreneur, que la voix qui te dit tu n'as pas fini est plus forte. J'ai l'impression aussi des fois que la voix qui me dit Larissa, si tu baisses les bras, tu as vu toutes les personnes qui te regardent, qu'est-ce que ça va être? Et donc j'ai l'impression que cette pression externe, la voix de cette pression externe est plus forte malheureusement que cette voix qui me dit aime-toi. Alors, dans un contexte comme celui-là, déjà, à quel moment, puisque tu as expliqué tout à l'heure ce que c'était la résilience, comment est-ce que j'arrive déjà à avoir, je dirais, un son d'alarme? Attention, tu vas franchir la ligne rouge. Parce que d'un côté, j'ai besoin de développer une certaine résilience, n'est-ce pas? Comment est-ce que, ou quels sont les signes que je dois forcément, qui doivent attirer mon attention? Parlons de cette santé mentale, justement. Je vais partir d'un point qui n'est pas très proche de celui que tu viens d'aborder en dernier lieu, mais je pense que c'est un phénomène culturel. On a toujours l'impression que s'aimer, c'est être égoïste. On a toujours cette impression parce que c'est ce qu'on nous a appris. On nous a appris d'aimer, aimer les autres avant de s'aimer soi-même. Pourtant, on est dans une société qui est religieuse, je dis non, pas religieuse, mais plutôt laïque, mais on a été éduqués, les uns, on a été éduqués dans la religion. Et il y a un commandement qui dit que aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous a aimé, mais aime ton prochain comme tu t'aimes, comme toi-même, voilà. Et malheureusement, on aime les autres plus que nous-mêmes. On est là à être au service de tout le monde et à se plier en quatre pour que tout le monde soit satisfait autour de nous. Et on s'oublie. On s'oublie en se disant si je me concentre sur moi, c'est vraiment égoïste, je ne pense pas aux autres, tout ça. Mais tu ne pourras jamais donner ce que tu n'as pas. Et c'est difficile d'être au service des autres quand on ne sait pas déjà si on est capable de le faire. On sera en train de s'épuiser du jour au lendemain et le corps, quand il est fatigué, il est fatigué. Il s'arrête et il crève, je dirais. Il fait la grève et tu commences à remarquer des maladies physiques qui ne sont pas expliquées du côté de la médecine. On a des symptômes physiques qui ne sont pas, quand on te fait des examens, on ne trouve rien côté examen biologique, je dirais. Mais c'est le corps qui s'exprime en fait. Tu as des maux de tête, de la migraine, tu as des maux de dos. Il y a même des gens qui vont vers la paralysie, je dirais, parce que en fait, le corps n'a pas pu suivre le rythme auquel tu veux. Donc, cette personne veut, je dirais, le rythme qu'on exige à notre corps, voilà. Et comment savoir alors si tu atteins la limite? C'est quand tu commences à avoir des difficultés de concentration, des troubles du sommeil. Quand on parle de troubles du sommeil, ce n'est pas seulement l'insomnie, il y a aussi l'hypersomnie. Ça, c'est aussi un problème. Quand tu commences à dormir trop plutôt que d'habitude,
et que tu sens que réellement il y a une certaine sensation de fatigue qui est permanente qui est là, c'est que, en quelque sorte, le corps t'avertit. Il y a aussi les troubles de l'appétit, soit l'inappétence ou l'excès d'appétit. Et ça va généralement aller avec les changements du poids. Soit quand tu es dans l'inappétence ou, disons, l'anorexie, ça va vraiment influer sur ton poids corporel. Et les commentaires des gens autour de toi vont encore une fois t'enfoncer. Il y a aussi, à côté de ces symptômes que je viens de citer, il y a aussi cette perte d'intérêt. Tu n'as plus envie d'aller au travail, tu n'as plus envie de faire ce que tu faisais avant, ce qui te faisait plaisir avant, tu n'as plus envie de faire tout ça, parce que tu sens que ça n'a plus d'importance, je dirais. Et tu ne peux pas expliquer ce phénomène, tu ne peux pas t'expliquer à toi-même que c'est ce qui t'arrive, disons. Et aussi, parmi les symptômes, il y a aussi des pensées négatives. Des pensées négatives qui vont parfois aller jusqu'aux pensées suicidaires, parce que tu vas te dire, écoute, je n'aime plus rien, je ne peux plus rien faire, je me sens tout le temps fatiguée, et je n'arrive plus à manger, je n'arrive plus à dormir, je n'arrive plus à faire quoi que ce soit. Donc, inutile de vivre tout simplement, il faut que j'en finisse. Et quand tu commences à avoir ces pensées suicidaires, là, c'est vraiment dangereux. C'est vraiment dangereux parce que on arrive au point de non-retour, en fait. Parce que moindre erreur, tu vas passer à l'acte et tu vas te suicider. Et, voilà. La vie sera finie avec ça, alors que c'était des choses que tu pouvais éviter, je dirais. Alors, je ne sais pas si je dois dire qu'on doit attendre ces signaux d'alarme, mais le fait de s'aimer et de s'écouter, on va savoir qu'on est fatigué. On va savoir qu'on est épuisé et qu'on a besoin de se ressourcer encore une fois. Et ça va t'aider à ne pas arriver au point où le corps sonne là. Pour revenir encore, s'aimer, et quand je regarde ces symptômes, je me rappelle, c'était l'année dernière, j'ai pris des vacances, et je me rappelle très bien ce que certaines personnes m'ont dit. Larissa, tu es riche. C'est les riches qui vont en vacances. Et c'est drôle parce que mon corps en avait besoin. Et je t'écoute en ce moment, et je sais exactement ce que je ressens dans mon corps en ce moment. Et je pense que j'ai tiqué au moins 75% de ces symptômes-là en ce moment. D'accord? Pour vous dire que, oui, forcément, le corps nous parle, le corps nous donne des signes, le corps nous sonne à un moment donné, mais pour moi, le plus dur revient toujours à cette pression-là. Et est-ce que, réellement, dans l'environnement que nous connaissons, est-ce que c'est si évident de choisir de s'aimer? Parce que pour moi, c'est pas évident. Et des fois, justement, je ne sais pas si c'est le cas de tous les entrepreneurs, mais on a le sentiment d'être incompris ou d'être incomprise. Je me rappelle, une fois, j'étais dans une conversation avec une dame qui n'est pas entrepreneur, et j'essayais de lui expliquer quelque chose, et elle m'a dit, ah, vous les entrepreneurs, vous êtes des gens frustrés. Et donc, tu te rends compte que, voilà, tu perds ton temps en essayant de parler avec quelqu'un. Et donc, ce qui va arriver dans la plupart des cas, c'est qu'on va se renfermer. Alors, si je reconnais tous ces symptômes, ou que je parviens à les identifier, qu'est-ce que je pourrais faire aussi dans un contexte où, justement, quand nous parlons de santé mentale, ce qui vient tout de suite à l'esprit, c'est la folie. Alors, je ne veux pas passer pour une folle, mais j'ai besoin aussi, mais je suis d'abord consciente que ma santé mentale n'est pas à son top. Alors, qu'est-ce que je devrais faire au risque de passer pour une folle? On va revenir à l'amour de soi. Là, on va aller concrètement à ce qu'il faut faire pour se dire qu'on s'aime vraiment.
Et là, on va parler de prendre soin de son corps. Bon, en fait, c'est des mesures de prévention, je dirais, de prévention de cet état de mal-être, en fait, qui va tôt ou tard venir. Pour prévenir ça, alors, il faut prendre soin de son corps. Là, on va parler d'alimentation et on va parler de sport aussi. Parce que dans l'alimentation, il y a des aliments qui font déprimer. Oui. Lesquels? Consommer trop de viande fait déprimer. Oui. D'accord. Surtout trop de viande rouge. Oui, et je pense qu'il y a des médecins qui peuvent expliquer ça, des médecins dans la salle, ils peuvent expliquer peut-être ça par des termes biologiques, plus biologiques, je pense. Et il y a aussi l'alcool qui fait déprimer. Et malheureusement, on fait recours à l'alcool pour déstresser. Oui. Oui. Et ça va créer peut-être une sensation au départ d'euphorie, je dirais. Et tu sens que tu te sens bien, mais après, plus tu continues, plus cette sensation d'euphorie va augmenter. Mais à la fin, il y a une petite déprime qui va venir après, donc le lendemain. On appelle ça gueule de bois, mais c'est une déprime. La gueule de bois, c'est une sorte de déprime. Et on croit évacuer un stress, mais on en attire un autre qui est plus grand que celui qu'on voulait évacuer. Et il y a aussi, parlant de l'alimentation, donc il faut manger sain et manger une quantité suffisante, pas trop, mais pas aussi trop peu. Et faire du sport. Faire du sport, ça déstresse parce que ça détend déjà les nerfs, ça détend le corps. Le corps se détend en quelque sorte. En suant, on sent que c'est le corps qui respire. Et aussi, il y a le fait de créer des affirmations positives à son égard. Surtout les femmes entrepreneurs sont confrontées à une certaine pression extérieure, comme quoi on s'attend à ce qu'on échoue. On s'attend à ce que la femme échoue. Cette femme entrepreneur, on s'attend toujours à ce qu'elle échoue. La société s'attend à ce que cette entreprise-là fasse faillite. Et on sent cette pression qui est presque invisible, mais qui est là, on la sent. Et elle est vraiment, je dirais, lourde. On la porte sur notre épaule. Donc. Et on ne se permet pas on se bouscule et on essaie de se surpasser en allant vers l'excellence et en oubliant le nécessaire. Donc, on ne va pas se permettre de se reposer tant qu'on a des tâches à faire. Pourtant, ces tâches, demain, tu pourrais les faire. Après-demain, tu pourrais finir ça. Mais on se dit, non, si je laisse ça aujourd'hui, nécessairement, je vais échouer et les gens vont avoir ce qu'ils voulaient. Ils vont avoir ce qu'ils attendaient de nous. Et on va, je dirais, malmener notre corps et malmener notre mental afin de prouver aux gens qu'on est capable. On est déjà capable. On le sait qu'on est capable. On n'a pas besoin de prouver à qui que ce soit qu'on est capable. Parce qu'en voulant prouver, on va échouer. On va échouer sur le plan physique et mental. Quand on meurt, on nous remplace. On fait le deuil, oui, et on pleure. Ceux qui sont proches, ils pleurent. Et le deuil, il est relatif d'une personne à une autre, oui, mais après ça, on passe à autre chose. Donc, on avance. Donc, autant alors prendre soin de soi, parce qu'on sait que il y a personne qui peut connaître les besoins de soi, de toi, par exemple. Moi, je ne peux pas connaître les besoins de Larissa, tout comme elle ne peut pas connaître, je dirais, parfaitement ce dont moi j'ai besoin. Et la seule personne qui connaît ce dont moi j'ai besoin, c'est moi-même. Alors, c'est à moi de m'écouter, c'est à moi de me ménager, c'est à moi de me reposer quand je suis fatiguée, c'est à moi de demander de l'aide quand j'en ai besoin, c'est à moi de faire tout ça, en fait. Et prévenir, je dirais, c'est... quand je parle d'alimentation, quand je parle de sport, je parle aussi d'avoir de bonnes habitudes de sommeil. Quand on ne se repose pas, on ne peut rien faire. Et le cerveau a besoin de repos. On peut pas
je dirais, prendre notre cerveau. Il y a des gens qui disent que le cerveau, c'est comme un ordinateur, écoute, il est branché, il fonctionne, tout ça. Et il y a aussi une certaine autonomie quand il est débranché, tout ça. Mais écoute, le corps, il a une certaine autonomie, oui. Mais pourquoi épuiser cette autonomie alors qu'on peut le brancher tout simplement? Pour préserver cette autonomie au jour où il y aura pas d'électricité tout simplement. Donc, essayez d'utiliser cette électricité tant qu'il y en a. Et le jour où on en aura besoin, alors que l'électricité sera coupée, on pourra travailler avec. Donc, essayons de ne pas épuiser tout le stock d'énergie que nous avons, sans toutefois ajouter encore une fois. J'ai envie de réagir à ce niveau, parce que justement, je partageais avec un groupe de femmes entrepreneurs hier que je me suis rendu compte à un moment donné, les troubles de sommeil dont tu parles, je les ai. Si tu veux, je les ai acceptés. C'est à un point où je n'en suis même, je dirais que je n'en suis même pas souvent consciente. Dans mon sommeil, mon cerveau est en train de travailler. Mon cerveau travaille dans le sommeil et des fois, je me retrouve même à me lever, à prendre mon téléphone, à prendre des notes dans mon sommeil. Le matin, je me souviens de rien et c'est vers 11 heures que j'ai l'impression, est-ce que j'ai fait un rêve ou bien ça s'est réellement passé? Et là, je vais prendre mon téléphone et retrouver des notes que j'ai prises, mais de manière totalement inconsciente. Et c'est arrivé de manière répétitive quand même. Ces derniers jours, quand ça arrive, quand je me réveille comme ça, de plus en plus, j'ai peur et je me dis, il faut que je fasse attention, il faut que je fasse attention. Et là, j'évite de me lever parce que mon corps est fatigué. Mon corps est vraiment fatigué et je ne comprends pas. Mais je me suis rendu compte que même quand j'ai dormi des heures, je me réveille avec la même dose de fatigue. Et malheureusement, justement, ce n'est pas conscient. En fait, mon subconscient travaille pendant que je suis justement en train de dormir. Et quand une personne arrive à cet extrême, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Sans pour autant que tu me dises que je suis folle. Je ne vais pas le dire, mais il faudrait vraiment consulter un psychologue. D'accord. C'est vraiment nécessaire. À ce stade-là, il est vraiment nécessaire et je dirais indispensable aussi de consulter un psy pour t'aider au fait. Parce que tu dors mais tu ne dors pas. Tu dors mais le cerveau reste en marche. C'est comme si tu avais mis en veille ton corps, tout simplement. Donc, le corps, il n'est pas totalement éteint. Alors que le sommeil, c'est censé... on est censé s'éteindre et se réveiller. Bon, quand je parle de s'éteindre, c'est pas mourir. Je parle pas de la mort, mais pour avoir un sommeil vraiment réparateur, il faut qu'il n'y ait pas cette, je dirais, cette activité permanente du cerveau. Il faut que le cerveau arrête de tourner en permanence. Mais il n'y a pas de bouton pour l'arrêter. Si. C'est ces bonnes habitudes qu'il faut adopter alors, cette fois-ci. Donc, il faut avoir de bonnes habitudes de sommeil, comme je le disais. Il faut savoir, généralement, ce que tu fais dans ton sommeil, c'est des choses que tu penses qui étaient sur la liste d'attente. Tu vois? Et tu penses que tu n'as pas à te reposer sans faire ça. Pourtant, tu peux te reposer et faire mieux le lendemain. Donc, essayez de faire, je dirais, d'avoir un rendement qui est supérieur à celui de la veille quand tu t'es bien reposé. Et alors, il faut, je dirais, avoir cette habitude d'éteindre le téléphone parce que je pense que c'est le téléphone qui est ton dernier compagnon avant d'aller dormir, peut-être. Il faut avoir cette habitude d'éteindre le téléphone au moins 15 minutes avant de dormir. Si tu n'arrives pas à résister au téléphone quand il est tout près de toi, alors il faut peut-être prendre un certain bout de temps à être loin de ce téléphone ou à être loin de la télévision ou à être loin de l'ordinateur tout simplement pour se déconnecter du monde des écrans. Parce que les écrans, je ne sais pas où j'ai lu qu'il y a une certaine lumière ça dégage des ondes qui fait que
notre cerveau reste éveillé. Quand on s'est couché en regardant le téléphone, tout simplement, notre cerveau va rester éveillé. Même quand on va fermer les yeux, on sera fatigué, oui, mais le cerveau va rester éveillé parce qu'il y a les effets de cette lumière-là, la lumière des écrans électroniques. Donc, il faudrait peut-être essayer d'éviter de travailler jusqu'à tard la nuit et peut-être de faire une liste. Quand tu n'as pas fini la liste de tâches à faire, tu marques et tu fais que les activités que tu n'as pas fait la veille, tu vas les prioriser pour le lendemain. Donc, tu vas les mettre en début de liste du lendemain, tout simplement. Et tu vas allumer la liste si c'est aujourd'hui que je dois donc finir tout ça et que j'ai 3 ou 4 tâches qui ne sont pas finies, j'annule cette liste et je mets les 4 tâches sur la nouvelle liste de demain, tout simplement. Pour éviter d'avoir ce remords-là. En fait, ce remords vient du fait qu'on est sûr que la société attend plus de nous. La société attend que nous chutons, peut-être, et on veut tout le temps prouver qu'on est capable. On est tout le temps, sous la pression de faire mieux et de prouver qu'on peut le faire, en fait. Merci beaucoup. J'ai noté deux éléments intéressants. Le premier élément que j'ai noté, c'est que dans la recherche de l'excellence, nous négligeons l'essentiel. Et ça m'a beaucoup parlé tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est ce que nous avons souvent tendance à faire. On oublie l'essentiel. Et je retiens de ce que vous avez partagé que nous devons apprendre à nous aimer. Nous devons apprendre à définir nos priorités, je dirais, dans le sens où s'aimer, c'est pouvoir décider aussi de changer certaines habitudes, c'est pouvoir décider de faire les choses différemment pour son bien-être personnel. L'autre chose que j'ai notée aussi, c'est que nous sommes capables, que nous n'avons pas besoin forcément de prouver aux autres que nous sommes capables de le faire et nous devons donc arriver à ce point d'accepter que nous sommes effectivement capables de le faire. Alors, cela dit, si j'accepte tout ça, si je suis aujourd'hui consciente de tout ça, si aujourd'hui je prends la décision de changer certaines de mes habitudes pour avoir une meilleure santé mentale, si je décide de consulter un psychologue pour aller mieux, je vis quand même dans un environnement, je vis dans une société. Pour ceux qui ont des familles, ils vivent dans une famille où des fois, même quand tu as décidé de faire le off, on te met quand même cette pression. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil cette fois-ci à la famille, aux amis, à l'entourage en général? Parce que de toute façon, nous avons aussi besoin d'être entourés. Nous avons besoin de cet accompagnement, je dirais, de la part de l'extérieur aussi. Même quand nous avons travaillé au mieux que nous pouvons sur notre intérieur, nous avons quand même cet extérieur qui existe et qui a besoin, je pense, de pouvoir nous accompagner. Qu'est-ce que l'extérieur a besoin de savoir pour nous faciliter ou pour nous aider à préserver notre santé mentale, je dirais? On est souvent traité de multitâches. Il y a un mot en Kirundi qui dit Mao Kirundi, je pense que c'est une femme à 1000 mains, si je peux traduire ça littéralement peut-être. Et on sent cette pression-là d'être Mao Kirundi et on essaie d'être excellente dans les deux domaines en même temps. Et on n'a pas cette capacité. Bon, je dirais qu'on oublie de fixer cette limite entre la vie familiale et la vie professionnelle. Et des fois, ça se mélange et ça donne vraiment un résultat qui n'est pas très agréable à voir. Et la famille, c'est à nous de montrer à la famille ou à l'entourage comment ils peuvent nous aider, en fait. C'est à nous de demander cette aide-là dont on a besoin de la part de la famille,
de la part de nos amis, de la part peut-être de nos conjoints, de la part de nos parents peut-être. C'est à nous de demander ça. Mais en même temps, on a, je dirais, pour éviter ce mal-être mental, je dirais que c'est à nous de créer des moments de loisir avec les autres, des moments d'échange peut-être, pour qu'ils sachent ce que nous aimons, ce que nous n'aimons pas, ce que nous ne pouvons pas supporter. Et qu'ils sachent nos compétences peut-être, parce qu'il y a des fois où la famille ne sait pas de quoi on est capable. Il y a des fois où j'ai déjà entendu des familles, des gens qui vivent ensemble, mais qui ne sont pas au courant de ce que l'autre fait dans la vie. On lui demande, il travaille où? Enfin, je ne sais pas, il va au travail et il rentre. Et ce désintéressement de la part de l'entourage va vraiment enfoncer la personne en question. Là, on parle de la femme entrepreneur. S'il y a un désintéressement de la part de l'entourage, il y a peut-être que c'est comme si on creusait un trou juste à côté d'elle et que moindre faux pas, il va tomber dedans. Et je pense que la famille pourrait s'intéresser à savoir comment va la personne, au-delà d'exiger peut-être des services de la part de cette personne-là, lui demander comment elle va. S'intéresser à savoir si elle est bien, si elle a passé une bonne journée, si elle aimerait peut-être avoir un moment de détente, si elle aimerait se reposer aussi, donc si elle aimerait rester seule et se reposer. C'est à la famille de demander, mais c'est aussi à nous-mêmes de le dire, je veux dire, de le dire et là, c'est côté famille, je dirais que c'est la seule attente peut-être qu'on a par rapport à la famille, mais aussi c'est l'amour. Donc, si tu manifestes de l'amour à cette personne, c'est nécessairement la personne va se sentir valorisée et elle va peut-être sentir cette envie de parler de soi, de parler de ce qui la tourmente ou de ce qui la rend joyeux peut-être. La société, elle doit d'abord accorder plus d'autonomie aux femmes. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais j'ai déjà remarqué que on a parlé parmi les défis, on a parlé des obstacles au financement. Des banques qui sont plus réticentes à donner du financement aux femmes. Je ne sais pas si C'est vrai. vous avez remarqué ça, mais que ce soit les banques ou les organismes de crédit, ils sont plus réticents à donner des crédits peut-être ou des financements aux projets des femmes. Il y a quand même une petite amélioration par rapport au temps passé, oui, mais c'est pas vraiment assez. C'est pas vraiment assez parce qu'on on a souvent cette tendance à demander s'il y a un parrain de ce projet-là qui est du côté donc, des hommes. Et il y a une citation de Simone Veil qui dit qu'il n'y a qu'un travail autonome qui puisse assurer à la femme une authentique autonomie. Si elle n'est pas autonome, si elle n'a pas, pas accès à un travail autonome, elle n'aura pas cette autonomie authentique. Et il y a aussi, de la part de la société, il y a aussi le fait de lever les tabous par rapport autour des fonctions psychologiques de la femme, biologiques, disons, biologiques par rapport aux menstruations, grossesse, ménopause, tout ça. Et lever ces tabous, c'est prévenir les réactions et les propos qui sont peut-être négatifs par rapport à ça. Parce que donc, les femmes subissent je dirais, ce traitement-là dans les milieux de travail et elles n'arrivent même pas à s'exprimer par rapport à ça. Parce que quand on te fait des commentaires par rapport à la ménopause alors que tu es dans la ménopause, c'est pas vraiment joli, c'est pas vraiment gentil, je dirais. Et ça va peut-être influer sur sa productivité. Et ça va aussi influer sur sa santé mentale. Et par rapport à la société aussi, c'est comment dire essayer de ne pas mettre trop la pression sur les femmes.
Donc, c'est par rapport à l'égalité des chances, tout simplement. C'est par rapport à l'égalité des chances. On parle d'égalité de genre, mais je pense qu'il est nécessaire de préciser que c'est l'égalité des chances entre les gens, entre les hommes et les femmes, tout simplement. Ce qu'on demande aux amis et à l'entourage en général, c'est de créer des moments de détente, essayer d'écouter la personne, essayer de prendre de ses nouvelles le plus souvent possible pour savoir quand elle ne va pas bien. Pour pouvoir remarquer, en fait, quand la personne commence à avoir des symptômes qui montrent que sa santé mentale en pâtit. Il y a un élément qui m'est venu à l'esprit quand je t'écoutais. Et justement, il y a une phrase que je reçois à chaque fois pour les rares fois où justement j'essaye d'extérioriser ce que je ressens. On me dit toujours, mais ça va Larissa, tu es forte. Et malheureusement, des fois je craque parce que je dis, je suis forte, mais je suis humaine. Mais malheureusement, c'est que depuis un certain temps, j'ai décidé de ne plus justement l'extérioriser, l'exprimer, parce que malheureusement, à chaque fois, je dois entendre « tu es forte ». Alors, tout à l'heure, tu as dit justement, aussi bien par rapport à la famille, que les amis, que l'entourage en général, que la société en général, nous allons, même quand nous essayons de faire le pas, on attend tellement de toi que tu veux toujours le prouver, tu veux toujours te surpasser dans un contexte comme celui-là, où de toute façon, on a déjà validé que tu es forte. N'est-ce pas? Et ce que je retiens aujourd'hui, c'est que ça reste, pour moi, c'est dans les deux sens aujourd'hui. Après avoir écouté votre dernière intervention, je retiens que autant, moi, en tant que femme entrepreneur, j'ai une part de responsabilité pour protéger ma santé mentale, mais mon entourage, ma famille, mes amis, la société devrait aussi s'impliquer, devrait aussi s'intéresser. Et donc, j'aurais beau faire tout ce que je peux de mon côté, si je n'ai pas forcément cet appui de l'extérieur, c'est que de toute façon, à un moment donné, je craque quand même, puisque, qu'on le veuille ou non, nous appartenons à une société. On ne peut pas vivre comme si on est seul, on ne peut pas vivre comme s'il n'y a que nous. Et donc, je pense que c'est vraiment important que chacun, ou que tout le monde désormais soit déjà, premièrement, informé sur la question liée à la santé mentale des femmes entrepreneurs, où la pression, elle est littéralement double, sinon même 3 fois plus forte que la pression qu'on mettrait sur un homme entrepreneur. Ça passe. S'il échoue, ça passe. Mais pour la femme, ça passe pas. Et cette pression n'est pas, justement, en plus d'être entrepreneur, tu es mère, tu es épouse, et tout le monde attend beaucoup de toi à la fois. Et c'est pour ça que je dis, pour moi, la pression, elle devient maintenant triple, dans le sens où, voilà, chacun de ces groupes-là attend beaucoup de toi, et tu dois aussi pouvoir continuer à contribuer d'une manière ou d'une autre à cette société-là pour que les choses aillent bien. Je vais retenir que ce qui est important déjà, c'est cette prise de conscience. C'est cette prise de conscience, c'est accepter et comprendre que notre santé mentale d'abord, c'est un aspect que nous ne devons pas négliger, que nous devons absolument prendre au sérieux, et que ensuite nous commençons à agir pour préserver notre santé mentale, à avoir une bonne alimentation par exemple, à bien dormir, à faire du sport. Et je disais justement à quelqu'un il y a 2 jours, quand je regarde la liste de mes tâches, c'est facile pour moi de dire « Ah, le sport, je vais le faire la semaine prochaine ». Et pourtant, le sport est important pour mon bien-être, pour ma santé mentale en plus d'être bien pour mon corps. Je comprends aujourd'hui que ça va aussi m'aider, ça va aussi également contribuer à ma santé mentale.
Et donc, franchement, j'ai appris beaucoup, personnellement déjà. Merci beaucoup pour ce partage. J'aimerais ajouter quelque chose par rapport à ce que tu viens de dire en dernier lieu. C'est par rapport à cette attente qu'on a de la société. Oui, il est vrai, c'est la contribution des deux côtés est vraiment nécessaire, mais en attendant que la société se réveille, en attendant que l'entourage se réveille, en attendant que peut-être le conjoint ou le partenaire se réveille et commence à prendre soin de toi, tu as vraiment le devoir de prendre soin de toi-même. Et c'est facile de dépenser des forces quand on a un stock. Et c'est à nous de remplir ce stock-là. C'est à nous de s'aimer. En fait, c'est ça le but de s'aimer, du fait de s'aimer, de l'amour de soi, en fait. C'est de se bourrer d'énergie pour pouvoir affronter donc, le monde extérieur en attendant que le monde extérieur t'aide à porter tout ce fardeau-là, à porter toutes ces responsabilités-là. Donc, il faut avoir, je dirais, la résilience, c'est cette balance-là entre les forces internes en nous-mêmes, donc la force qui est en nous, et la force qui vient de l'extérieur. Et quand tu commences à épuiser ce stock-là sans toutefois le remplir, il y a la force, la pression extérieure qui va briser cette balance-là. Donc, tu ne seras plus résilient, tu vas t'épuiser. Et l'épuisement, généralement, chez les femmes entrepreneurs, c'est le burn-out. Et pour prévenir ça, il faut donc se ressourcer, chercher des moments de détente, chercher à faire des choses qui te plaisent, à se reposer aussi. C'est bien de prendre des vacances, par exemple, parce qu'on sait qu'on s'épuise. On s'épuise. À force de se dépenser tout le temps, on s'épuise. Et pour se ressourcer, la meilleure manière de se ressourcer, c'est de se reposer d'abord. Et d'essayer de réfléchir à ce qui pourrait t'aider à affronter encore une fois les tâches de la vie, les tâches qui t'attendent, les responsabilités qui t'attendent tout simplement. Parce que tu es femme entrepreneur et en même temps peut-être maman, ou tu as peut-être d'autres responsabilités de toute façon envers la société. Donc, pour mieux porter ce fardeau, je dirais, il faudrait vraiment avoir un bagage qui est assez lourd pour pouvoir affronter ces responsabilités-là, cette vie, tout simplement. Oui. Par rapport au fait d'arriver à ne plus avoir cette pression de vouloir prouver tout le temps, je pense que c'est dû au fait que les femmes craignent l'échec. Justement parce qu'il y a cette attente de la société par rapport à la femme entrepreneur, qu'elle a peur de l'échec, mais il faut savoir que l'échec, ça fait partie de l'équation de l'entrepreneuriat tout simplement. Que ce soit féminin ou non, ça fait partie de l'entrepreneuriat. Entreprendre, on peut rencontrer l'échec tout simplement. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. La question dont j'ai parlé, qui est peut-être invisible, mais qu'on sent par rapport à notre société, aux attentes de notre société tout simplement, qui sont là et auxquelles on ne peut pas échapper tout simplement. Et comment arriver à ne pas prouver? Il faut juste... Quand on arrive à s'aimer et qu'on arrive à s'écouter, il y a peut-être un stéréotype par rapport à la dépression. Et que la dépression est souvent collée aux femmes et tout ça. Mais sachez que les troubles mentaux, ça existe. Et avoir un certain mal-être mental, c'est vraiment normal. C'est vraiment normal en tant qu'humain. Donc, pour les femmes entrepreneurs en particulier, il faudrait ne pas minimiser ces sensations-là de mal-être et essayer d'aller voir des psychologues. Il y a des psychologues ici à Bujumbura, mais je pense que peu de gens connaissent ces cabinets-là. Mais la crainte pour ces femmes-là, c'est d'entendre, c'est par rapport au stéréotype du manque de secret professionnel ici au Burundi. Mais je peux vous rassurer que le secret professionnel chez les psychologues, ça existe vraiment. Il y en a, j'ai vu une collègue ici qui est là, qui a déjà, je pense, traité des gens. Et cette confidentialité
va aider cette femme entrepreneur, à se confier en toute sécurité, tout simplement. Moi, je fais signer des contrats à mes patients, des contrats de confidentialité, pour en quelque sorte, mettre en sécurité le patient d'abord, mais en même temps lui montrer que ce qu'on va dire ici, ça reste entre nous. Mais ouvre-toi, en fait. C'est comme si je lui donnais une clé de son coffre-fort pour qu'il s'ouvre en entièreté. Alors, pour les femmes entrepreneurs, il est vraiment important de se soucier de leur santé mentale. Parce que, Larissa l'a dit, on a une pression qui est triple, je dirais, par rapport aux autres. Et les femmes entrepreneurs, ils ont une pression qui est assez énorme et qui va rencontrer aussi les autres charges, les autres frustrations de la maison, du milieu de travail, de l'entourage, dans le quartier, tout ça. Et ça va vraiment nuire à la santé mentale de la femme entrepreneur. Et pour ne pas basculer dans le fait de vouloir prouver tout le temps, prouver qu'on est capable, alors qu'on sait qu'on est capable, il faut vraiment qu'on ait une bonne santé mentale, qu'on soit stable, assez stable pour se dire que je suis capable, j'ai rien à prouver. Il faut avoir un mental qui est vraiment solide. Et là, on peut se confier à un ami quand on est sûr que cet ami, il est vraiment, il tient ce secret-là. Quand on n'est pas sûr, il faut faire recours à un professionnel de la santé mentale pour se faire aider. Et c'est pas parce qu'on est allé voir un psychologue qu'on est forcément fou ou folle. On peut aller voir le psychologue pour évacuer le stress tout simplement, pour pouvoir avoir une oreille qui t'écoute tout simplement, pour pouvoir recevoir un conseil particulier par rapport à telle ou telle autre chose. Donc, c'est pas parce qu'on est fou qu'on va voir les psychologues, c'est pas parce qu'on est vraiment malade qu'on va voir des psychologues. En Europe, on parle de se faire aider. On ne parle pas d'aller consulter un psychologue, on se dit, il se fait aider. Et là, on comprend directement que la personne va voir un psychologue. Donc, normalisons de prendre soin de notre santé mentale. Et on n'aura pas à vouloir tout le temps prouver qu'on est capable de faire telle ou telle autre chose. On n'aura pas à se mettre cette pression qui est supplémentaire, qui s'ajoute à la pression de la société, tout simplement. En s'aimant, on se connaît encore plus. Tu as su que tu n'aimais pas les tâches ménagères parce que tu as su t'écouter, tu as su apprécier au fait tes faiblesses et tes forces. Les symptômes de tout trouble mental, c'est par rapport au fonctionnement normal de la personne, au fonctionnement habituel de la personne. Donc, quand on commence à observer une perte d'intérêt chez la personne et qu'on commence à observer des troubles du sommeil chez la personne, généralement c'est l'entourage qui remarque ça, que la personne soit elle dort trop plutôt que d'habitude ou qu'elle dort moins ou qu'elle ne dort pas tout simplement, qu'elle a des insomnies et qu'elle a des troubles de l'appétit, troubles alimentaires tout simplement et qu'elle a cette sensation de fatigue qui est permanente. La personne elle est là, elle a toujours envie de dormir, elle a toujours envie de se reposer tout le temps parce qu'elle sent qu'elle n'a plus de force tout simplement. Quand tu commences à remarquer que la personne, elle parle souvent de manière très négative à propos d'elle-même, là, il y a lieu de s'inquiéter par rapport à la situation de la personne. Et comment alors convaincre la personne à aller consulter? Là, c'est par rapport à la façon dont tu vas expliquer à la personne que le psychologue n'est pas là pour les fous, comme on dit. Donc, pour enlever ce stéréotype ou disons le stéréotype tout simplement du fait qu'aller consulter un psy, c'est être fou, c'est être tout simplement malade mental. Donc, et quand on dit malade mental, les gens pensent au CNPK, donc, chez le gentil. Directement, on fait référence à ça. Mais on peut expliquer à la personne que le psychologue, à côté du fait que le psychologue fait des thérapies aux gens, il y a aussi cet aspect d'écoute et cet aspect de conseil.
qui va peut-être aider la personne, si elle n'est pas trop loin dans la dépression ou dans telle ou telle autre maladie mentale, que cette écoute-là va aider la personne à améliorer sa santé mentale, ou les conseils que le psychologue va donner vont améliorer son état mental. Donc, ce sera à nous qui voulons aider la personne à savoir comment expliquer, à chercher des mots qui sont, disons, plus doux et qui vont aider la personne à comprendre que c'est normal d'être sensible, c'est normal d'être hypersensible sur tel ou tel autre point. Et à comprendre que c'est normal aussi d'aller consulter un psy parce qu'on a mal, parce qu'on se sent mal, parce qu'on ne se sent plus à mesure de lutter au fait, de continuer à vivre comme si tout allait bien. Donc, je me dis que c'est à nous de choisir les mots à utiliser pour parler de santé mentale à cette personne-là, à parler de l'importance de prendre soin de sa santé mentale. À nous tous, je dirais, on doit sensibiliser les gens à ne pas se permettre de faire des commentaires sur la vie des gens, n'importe comment. Donc, savoir filtrer les propos qu'on tient devant les gens pour telle ou telle autre situation. Et on n'a pas besoin aussi de faire des commentaires sur tout ce qui se passe dans la vie des gens, tout simplement. Donc, c'est un travail de tout un chacun, je pense. C'est pas au psychologue seulement de faire ça, mais c'est à tout membre de la société. Merci vraiment, Déborah, pour ce partage ce soir. Merci pour toutes ces informations qui ont été partagées ce soir. Pour moi, ça reste une richesse. Et comme j'aime le dire souvent, c'est bien de recevoir des informations, c'est bien de partager comme ça, mais ce qui compte après, c'est ce que nous faisons de ces informations que nous recevons. Et j'espère vraiment que pour toutes les personnes qui nous suivent, qu'elles auront l'occasion d'en tirer quelque chose, mais de surtout pouvoir agir par rapport à tout ce qui a été dit. Mais l'une des plus grandes leçons que je retiens de notre partage de ce soir, c'est qu'il est important d'apprendre à penser à soi, à s'aimer. Et j'ai compris que c'est le point de départ vraiment de travailler sur ou d'investir sur sa personne intérieure pour arriver à en donner davantage à l'extérieur. J'ai retenu qu'il est important aussi que nous devons apprendre à dire non quand nous sommes épuisés. J'ai également retenu que ce qui compte aussi, c'est accepter que voilà, nous ne sommes pas parfaites et qu'il va arriver des moments où nous allons tomber, il va arriver des moments où nous allons éventuellement échouer, mais que ce n'est pas grave et que nous devons continuer quand même à investir sur soi pour pouvoir arriver à créer cet équilibre-là dont tu parlais tantôt, qui est une chose absolument importante pour notre bien-être. Je retiens que dans ce que nous faisons comme métier tous les jours, il y a un point intéressant aussi qui m'avait touché tout à l'heure et que j'ai retenu, c'est qu'une femme entrepreneur a en moyenne 2 entreprises. Mais je retiens aussi de ça que ce n'est pas qu'une femme entrepreneur. Une femme qui travaille a 2 entreprises à gérer. Elle a son travail à gérer, mais elle a également cette entreprise familiale à gérer. Et donc, nous devons, si nous voulons arriver à être de vrais entrepreneurs, des entrepreneurs fortes, pas à la définition de la société, mais des entrepreneurs qui sont debout, qui arrivent à être debout, à continuer d'avancer, c'est que nous devons penser à notre bien-être, nous devons investir sur nous-mêmes. J'aimerais souligner sur l'amour de soi. Sur l'amour de soi, sur le fait de savoir dire non quand on n'a pas envie de faire quelque chose, quand on se sent fatigué, quand on sent qu'on va dépasser nos limites. Et aussi le fait d'accepter ses limites et d'écouter son corps. Écouter son corps et savoir le ménager. Savoir exprimer ses émotions aussi. Ça, c'est vraiment important. Et savoir demander de l'aide quand on en a besoin. Ça, c'est vraiment important. C'est vraiment primordial pour avoir une bonne santé mentale. Et normaliser le fait d'aller consulter un psychologue quand on en a besoin.
Merci beaucoup pour ces échanges que nous avons eus, qui ont été absolument très riches. J'en ai appris beaucoup et j'espère que je dormirai mieux ce soir en ne pensant pas à mon to-do list. Merci encore et à très bientôt.